Un mot sur les nouveautés thérapeutiques. Alors, je ferai un rappel très rapide sur les traitements déjà disponibles, médicamenteux et chirurgicaux au sens large. Et puis, un mot sur les perspectives thérapeutiques à venir. Je ne peux pas tout aborder. Il y a beaucoup trop de perspectives. Je ne parlerai pas de thérapie génique, je ne parlerai pas des ultrasons, je ne parlerai pas de l'ambroxol, qui est peut-être l'un ou l'autre d'entre vous a entendu parler ces dernières semaines, ni du méthylphénidate, la gélatine, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à l'étude. Ce que vous voyez ici, c'est extrait d'une publication scientifique il y a quelques mois, en 2023. C'est un consortium de chercheurs qui, chaque année, font l'état des lieux des études en cours dans la maladie de Parkinson, phase 1, phase 2, phase 3, sur différents aspects, sur les aspects symptomatiques, sur les aspects de l'évolution. Vous voyez, il y a énormément de sujets à l'étude. On a remis expressément l'ambroxol. L'un ou l'autre d'entre vous a entendu parler d'ambroxol tout récemment? Ceux qui en ont entendu parler, levez la main. Ah, très bien, personne. Deux, trois patients à moi, mais voilà. Vous voyez, il y a toute une série de choses. Non, je vais m'attarder sur 3, 4, 5 points, mais peut-être juste dans les détails sur cette étude, donc, qui est publiée chaque année. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? En 2023, il y avait 139 études sur des médicaments dans la maladie de Parkinson, dont un tout petit peu moins de la moitié concernaient des nouveaux produits, parce qu'il y a 60%, c'est des médicaments qui viennent d'autres usages, divers et variés, mais qui sont déjà disponibles dans d'autres indications que le Parkinson. Et puis, il y a des nouvelles molécules qui sont à l'essai, vous voyez, 41%. Et un autre point intéressant, c'est que, je vais m'attarder dans quelques minutes sur, parce que c'est important pour comprendre les choses, ce qu'est une étude de phase 2 et ce qu'est une étude de phase 3. Vous voyez qu'il y a une majorité, près de la moitié des études sont des études de phase 2, et on a une petite proportion d'études de phase 3. Or, ça je vous le dis déjà, pour qu'un produit soit validé, commercialisé, mis sur le marché, il faut que l'étude de phase 3 soit positive. Or, vous vous rendez compte aisément que la majorité en fait, des études de phase 2, elles n'arrivent pas en phase 3. Soit parce qu'elles sont purement et simplement négatives, ou qu'on estime qu'il faudrait lever des moyens extrêmement importants sur le plan financier pour arriver peut-être à des tout petits bénéfices. On a coutume de dire qu'il y a une étude de phase 3 qui voit le jour pour 4 études de phase 2. Or, pas mal des résultats dont je vais vous parler dans quelques minutes, ce sont des études de phase 2. Donc il faut garder cette réserve, cette prudence dans l'interprétation des résultats. Alors j'en reviens à des diapositives d'il y a 5 ans sur la pharmacopée disponible à l'heure actuelle en Belgique, en Europe. Et qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, parce que c'est des choses peut-être qui sont abordées entre patients, comme ici, moi je prends ça, toi tu prends ça, il faut que toi limite à donner ceci. Il faut qu'il y ait quand même un rationnel pour expliquer pourquoi on va privilégier l'une ou l'autre molécule. Alors il y a une première règle qui est extrêmement théorique, qui n'a toujours pas été réévaluée. Personnellement j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus rehaussée, qui est la règle des 70 ans. Patient qui est diagnostiqué de nouveau, diagnostic annoncé, confirmé, pas encore de traitement, en théorie, le neurologue va voir l'âge. Plus ou moins de 70 ans. C'est évidemment extrêmement théorique. Et vous allez comprendre pourquoi on essaie de se fixer un seuil lié à l'âge. Et la règle, qui est une règle théorique, et toutes les règles sont faites pour être contournées, parce qu'en Belgique, c'est un peu le sport national, mais la règle théorique, c'est plutôt de la lévodopa, que vous connaissez toutes et tous très bien, la prolopa, le cinémètre, voire le stalévo, mais c'est le stalévo généralement introduit un peu plus tardivement, pour les patients de plus de 70 ans, alors que pour les patients de moins de 70 ans, on ne voit pas bien avec le cache, mais on va avoir ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Je ne rentre pas dans les détails chimiques, et 2 molécules en particulier sont utilisées, les noms commerciaux, vous les connaissez peut-être aussi, mirapexin ou Recul. Pourquoi on fait cette dichotomie liée à l'âge? Pour 2 raisons. La première, c'est que les agonistes dopaminergiques donnent plus volontiers, malheureusement, possiblement, tout de suite, ou, et c'est plus embêtant évidemment, et c'est ça qui fait qu'il faut toujours garder en considération au fil du temps, d'éventuels effets secondaires cognitifs. Ça peut être des problèmes de confusion, d'hallucination, voire parfois des troubles du comportement importants. Donc ça, évidemment, c'est un point quand même important à avoir en considération pour le neurologue, d'abord. Tiens, est-ce que je commence un agoniste qui peut donner des troubles cognitifs? Alors, rien d'irréversible,
si c'est dû au médicament, mais au pire, on arrête le médicament et l'effet secondaire disparaît. Je pense que vous comprenez aisément que l'âge avançant, ben, les risques cognitifs d'un médicament augmentent. Il y aura moins de risques à donner en théorie, il y a toujours des exceptions, hein, mais un agoniste, un patient qu'on diagnostique à 50 ans, qu'un patient qu'on diagnostique à 85 ans. Donc ça, c'est une première règle. Alors, il a fallu mettre une limite, et elle a été mise à 70 ans. L'autre raison qui fait que si on peut, en l'occurrence parce que le patient a moins de 70 ans, en théorie, si on peut commencer par un agoniste, ben c'est de la lévodopa qu'on ne donne pas tout de suite et qu'on se garde pour plus tard. Et ça, c'est aussi un principe important, parce que la lévodopa, donc la prolopa, le cinémètre, on sait que malheureusement, inéluctablement, inexorablement, alors après un délai qui est variable d'un patient à l'autre, les plus malchanceux peut-être déjà au bout de 2-3 ans, en moyenne on dit 5-6 ans, les plus chanceux 8-10 ans, le fait d'avoir pris de manière répétitive pendant toutes ces années la lévodopa, la prolopa, le cinémètre, altère l'effet du médicament et c'est là qu'apparaissent tantôt les off, tantôt les dyskinésies. Donc évidemment aussi, on peut retarder cette échéance grâce aux agonistes qui ne causent pas ces effets-là, et tant que le patient est bien avec son agoniste, on privilégie cette attitude thérapeutique. Et c'est ce qui fait que personnellement, je ne regarde pas l'âge de la carte d'identité, je regarde l'âge biologique ou cognitif. Une chose dont on peut se rendre compte quand on a un patient en face de nous. Moi, il m'arrive très régulièrement, chez des patients déjà 75 ans, voire même 80 ans, de commencer un agoniste, alors qu'ils ont plus que 70 ans, mais parce que, certainement à 75 ans, ben, si je peux retarder l'utilisation de la lévodopa, ce sera mieux. Évidemment, c'est des situations qui doivent être évaluées et qui sont amenées à changer au fil du temps. Qu'on ait commencé un agoniste chez un patient de 70 ans, ou qu'on l'ait commencé avant, peut-être à 60 ans, mais au fil des années, peuvent apparaître des effets secondaires. Donc un agoniste, comme le mirapaxin, le Requit, peuvent à un moment donné être arrêtés parce que malheureusement, ils finissent par induire des effets cognitifs. Mais tout le temps qu'on aura pu les donner, ben, c'est du temps avec de la lévodopa en vie. Alors on a aussi à côté de ces molécules que j'ai citées d'autres molécules, je passe très vite. Il y a ce que nous appelons la famille des inhibiteurs. On appelle ça des inhibiteurs parce que c'est des médicaments qui inhibent, qui empêchent les cellules, les unités, si vous voulez, dans le cerveau qui dégradent la dopamine. La dopamine, chez tout un chacun, chez vous, chez moi, elle est produite, détruite, en permanence. Une espèce de recyclage. On a intérêt probablement d'essayer d'avoir, j'imagine, une dopamine la plus fraîche en permanence. Et quand on a une maladie de Parkinson et qu'on manque de dopamine, c'est peut-être pas si utile d'avoir les unités de destruction naturelles, certes, mais qui fonctionnent. Donc, expressément, on va, dans certaines situations, introduire ces médicaments, soit en prise unique, vous reconnaissez pour ceux qui en prennent de la Zilec, le Xadago, ou l'antacapone qui figure en fait dans le Stalevo avec la lévodopa. Ce sont des médicaments qui vont jouer sur cet aspect-là et quelque part augmenter la quantité disponible de dopamine dans le cerveau sans, pour le coup, toucher à la dose de lévodopa. On a aussi très vite d'autres molécules, la mantadine, qui n'est pas un antiparkinsonien, Mantadix non commercial, uniquement disponible en France, bien malheureux, mais c'est comme ça, on n'est plus en Belgique, et qui est un traitement qu'on utilise lorsque les patients ont des dyskinésies. Je ne m'attarde pas, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un médicament qui peut réduire parfois assez sensiblement les dyskinésies. On peut avoir oui, on peut en avoir, mais il faut l'importer depuis l'étranger, France ou Allemagne. Je dis que c'est regrettable que les autorités belges l'aient retiré du marché belge. Et puis, fludrocortisone, qui n'a rien à voir avec la cortisone classique, c'est du sel. L'un ou l'autre d'entre vous prennent peut-être de la fludrocortisone si malheureusement, à cause du Parkinson, vous êtes sujet à des chutes de tension artérielle. Cette fludrocortisone, qui n'est ni moins du sel, permet de remonter la tension. C'est pour ça qu'on dit toujours, ceux qui en ont trop, ne prenez pas de sel, ceux qui en ont trop peu, on leur en donne. Et puis, à côté de ces molécules, existe aussi déjà depuis par cœur, j'ai facilement 15-20 ans en Belgique, la pompe de duodopa, pompe entérique ou intestinale, mais dans une approche particulière, moyennement invasive si je puis dire, hein, c'est quand même une intervention pas chirurgicale parce que c'est une voie endoscopique, quand on va faire une gastroscopie, mais où on va quand même perforer via la paroi abdominale
l'estomac pour y insérer un cathéter qui lui va être glissé dans l'intestin et permettra de délivrer de la levodopa classique, et bien un gel en infusion continue. Et l'infusion continue est plus naturelle et physiologique que une repas à 8h, à midi, à 16h, etc. C'est quelque chose qui aide beaucoup les patients lorsqu'on est dans un stade déjà avancé où les off et les dyskinésies deviennent importantes parce que ça réduit très sensiblement, pas chez tous les patients, mais chez quand même une majorité, la quantité passée en off, la quantité de temps passé en off ou avec des dyskinésies. Et puis plus rarement, mais technique bien éprouvée, je pense qu'il a fêté il y a quelques années ses 40 ans, on appelle la DBS, qui est initiale en anglais, Deep Brain Stimulation, en français, stimulation cérébrale profonde. On insère neurochirurgicalement 2 électrodes dans le cerveau, dans une zone du cerveau qui est évidemment impliquée dans la maladie de Parkinson. Il y a un jeu de micro-stimulation électrique, je ne m'attarde pas sur les détails, relié à un boîtier qui est positionné au niveau thoracique, à l'instar d'un pacemaker par exemple. Cette stimulation électrique permet d'avoir un effet thérapeutique et quelque part de compléter l'effet des médicaments qui seraient probablement arrivés un peu en fin de course. Chaque médicament malheureusement a un peu ses doses maximales et lorsqu'on est très haut, c'est assez caricatural chez des patients qui développent un Parkinson, c'est peut-être déjà dans la quarantaine, la cinquantaine. Arrivé à 60 ans, 65 ans, ça devient parfois compliqué avec les médicaments et cette stimulation chirurgicale peut être une solution. Alors en Belgique, je ne suis jamais penché sur le pourquoi du comment, elle n'est pas autorisée passé 70 ans. C'est comme ça. La technique de la pompe biodopa, il n'y a pas de limite d'âge, aucune. Ça, c'était aujourd'hui. Alors demain et peut-être après-demain, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je vais vous parler d'immunothérapie. Je vais vous parler, ça je suis sûr que nos ont entendu parler d'Ixy-sénative. Qui a entendu parler d'Ixy-sénative? Voilà, là, il faut que vous bras qui se lèvent. Je vais vous parler de transplantation de microbiote. Qui a entendu parler de transplantation de microbiote? Oui, c'est normal. Ici, oui. Et puis des pompes. Les pompes, au début, je vais parler de la levodopa, mais il y a des nouveautés et des perspectives. Alors, l'immunothérapie, c'est quoi? Avant de vous parler d'immunothérapie, et je vais aussi vous poser la question, je vais vous parler de l'alpha-synucléine. On a plein de questions. Qui a déjà entendu parler? C'est bien, il y a une bonne proportion. L'alpha-synucléine, c'est une petite protéine qui se trouve dans le cerveau, naturellement, chez tout le monde. Et dans d'autres organes d'ailleurs, dans les intestins, dans le cœur. Elle a une fonction, je ne m'attarde pas sur son utilité physiologique naturelle. Elle est au niveau cérébral située à l'extrémité des terminaisons nerveuses des neurones. Et, pour une raison X, dans la maladie de Parkinson, entre autres, cette petite protéine que vous voyez ici à gauche, une espèce de capellini spaghetti un peu trop cuit qui s'encercle sur lui-même, va, dans certaines situations, littéralement s'agréger entre elles. Donc on va avoir des agrégats de plusieurs petites protéines, de plusieurs alpha-synucléines, qui normalement se retrouvent librement et à l'état unique, finissent par s'agréger. C'est illustré ici sur les 5 quinzaines, une vingtaine, probablement plus en vrai, et créer une espèce d'agrégat de protéines qui n'ont pas de lettres dans les neurones et qui vont exercer une toxicité. Ces agrégats ou dépôts d'accumulation d'alpha-synucléine, quand on fait une biopsie, quand on regarde au microscope optique, on peut les identifier après une coloration, on les appelle les corps de Lewy. Là, je suis certain que si vous entendez corps de Lewy, vous pensez aussi à la maladie à corps de Lewy, qui n'est pas une maladie de Parkinson, mais qui a quand même pas mal de similitudes cliniques. Il y a des similitudes histologiques, il y a des bases similaires dans le développement de la maladie. Et donc, dans la maladie de Parkinson, cette alpha-synucléine, clairement, ça c'est bien identifié, c'est tellement bien identifié que ça en devient un marqueur de la maladie. À l'instar du DAT-scan, notre d'entre vous ont certainement déjà eu, qui essaye d'identifier la quantité de neurones dopaminergiques, pouvoir quantifier par des procédés assez élaborés qui ne se font pas aujourd'hui en routine, mais qui probablement seront disponibles un jour, permettrait de
quantifier les dépôts de cette protéine dans le cerveau, et même avec tout de suite des questions éthiques qui se poseraient, d'anticiper peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans avant les premiers signes de la maladie, un diagnostic probable dans le futur d'une maladie Parkinson. Ça, c'est quelque chose, perspective pour les années à venir. Je reviens à la situation d'aujourd'hui. L'accumulation de ces dépôts de congrégats, d'agrégats d'alpha-synucléine est une cause majeure du développement de la maladie Parkinson. C'est aujourd'hui bien déterminé. Ce n'est pas la cause unique, c'est une cause majeure. Alors, on ne sait pas pourquoi ça a lieu, c'est là que je dis qu'il y a un facteur X encore, mais cet élément-là, il est bien déterminé. Eh bien, une hypothèse formulée par des chercheurs, c'est de dire, mais si cette protéine est tellement problématique, si on arrive à la neutraliser, à éviter qu'elle ne continue de s'accumuler, de se déposer, est-ce qu'on ne va pas avoir un effet thérapeutique? Et l'industrie pharmaceutique a développé ce qu'on appelle des anticorps, c'est ça qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une technique qui est développée en médecine depuis facilement une trentaine d'années dans d'autres situations. Ça vient de la cancérologie, de l'oncologie. Chez les patients victimes de cancer, on a développé des traitements d'immunothérapie, des anticorps qui ciblaient certains éléments des cellules cancéreuses. Les choses se sont développées en neurologie comme neurologue. Moi, j'ai à disposition un traitement d'immunothérapie dans la sclérose en plaques, par exemple, et figurez-vous, depuis 3-4 ans, dans la migraine, dans une affection aussi commune, si je puis dire, qui peut être très invalidante, hein, dans la migraine. Des techniques assez avancées sur des conditions communes. Bien, la question s'est posée évidemment d'immunothérapie d'anticorps dans la maladie Parkinson, et l'industrie pharmaceutique a développé deux molécules. Les noms sont toujours un peu accouchés dehors, mais c'est comme ça. Prasinezumab ou Simpanemab. MAB, ça y aura toujours, parce que c'est en anglais le diminutif d'antibodies, murine antibodies, donc l'anticorps. Et dans la prestigieuse revue du New England Journal of Medicine en 2022, deux études ont été publiées, vous voyez, il y a un peu moins de 2 ans, des études de phase 2 qui se sont malheureusement révélées négatives. C'est-à-dire qu'il y avait une amélioration de l'UPDRS, hein, vous voyez, dans les études on utilise, donc il y avait une diminution, l'UPDRS diminue, les choses s'améliorent, mais pas plus que pour les patients qui avaient reçu le placebo. Vous savez sans doute, quand on fait une étude, une frange des patients reçoivent le produit, et l'autre reçoivent le placebo. Donc si le médicament ne fait pas mieux que le placebo, c'est littéralement, il n'a pas d'effet a priori. Et c'était regrettable parce que c'était un médicament qui, par ailleurs, était excessivement bien toléré, avec très très peu d'effets secondaires relativement simples. Mais les chercheurs n'en sont pas restés là, c'est pour ça que je vous en parle quand même aujourd'hui. Et l'année dernière, alors ce n'est pas une publication, mais c'est une communication, ce qu'on appelle un poster, donc on vient à quelque chose qui ressemble à ça, des congrès, c'est des espèces de résultats préliminaires. Et il y a un poster qui a été présenté au congrès annuel de neurologie aux États-Unis. Et c'était une extension de l'étude sur un des deux anticorps. Étude initiale qui avait duré 1 an, c'était avéré donc négative. Et dans cette étude, une parenthèse, petit coquille, là, il y a un V en trop, le médicament était administré de manière intraveineuse. Donc ça c'est quand même une modalité particulière, il n'y a pas de traitement intraveineux dans le Parkinson, toutes les 4 semaines. On n'avait pas vu d'effet donc à 1 an, mais l'étude a été poursuivie. Et ce qui a été particulier, c'est que les patients qui avaient reçu pendant 1 an le placebo, on a fini par leur donner le produit. Et ceux qui avaient déjà le produit, on a continué de leur donner. Donc finalement, à 2 ans, on avait des patients qui avaient eu le traitement pendant 2 ans et des patients qui ne l'avaient eu que pendant 1 an. Parce que la première année, ils avaient eu le placebo. Et quels ont été les résultats de cette deuxième étude? C'est que si on regarde ces nombres, sur 2 ans, 80% quand même des patients qui avaient eu le traitement avaient connu une avancée, une évolution de leur maladie. Et donc 20% n'avaient pas évolué, donc ça c'est favorable, pas bougé, la maladie ne s'était pas détériorée, ne s'était pas dégradée, alors que 100 moins 89,5, on arrondit à 10, le chiffre n'était plus que de 10% pour les patients qui avaient reçu le placebo pendant 1 an. Autrement dit, alors c'est pas la majorité, parce que la majorité des patients dans les deux groupes continuaient de se dégrader, mais manifestement, une petite proportion de patients au fil du temps, finalement, développer un bénéfice. Et donc, l'étude est maintenant poursuivie, on aura des résultats ultérieurs, parce que la question qui se pose, c'est que si le produit n'a pas démontré d'effet à court terme, à 1 an, au fil du temps, n'a-t-il quand même pas un effet favorable? Et peut-être que ce n'est pas 20% de patients
qui vont réellement bénéficier, mais peut-être 30, 40, 50, alors on ne peut jamais promettre 100, et si on a déjà une proportion intéressante, ça c'est une perspective qui est intéressante. Alors, le lixisénatif, je pense, qui est le médicament, la molécule que la plupart d'entre vous ont entendu parler. Donc ça, c'est bien quand des publications tombent, quand vous pensez avoir fini votre présentation et qu'il faut se remettre au boulot. Mais je l'ai fait de gaieté de cœur, puisque la publication ne peut plus être up-to-date que ça. Elle date d'il y a 15 jours, vous en avez entendu parler. Évidemment, la communication a été faite la semaine dernière à l'occasion de la journée mondiale. Publication dans, à nouveau, cette prestigieuse revue du New England, de 2024. Étude internationale, mais surtout basée en France. C'est des Toulousains, pour la petite histoire, qui ont coordonné cette étude. Et qui ont étudié donc un médicament qu'on appelle le lixisénatif, et qui, figurez-vous, a déjà un nom commercial, parce que je pense que ceux qui en ont entendu parler le savent déjà. Même si l'étude ici dont on va parler est une étude de phase 2 en Parkinson, le médicament est déjà disponible comme antidiabétique. Bon, rien à voir avec la maladie de Parkinson. On parle d'un médicament pour le diabète. Alors ça peut étonner pas mal d'entre vous. Figurez-vous, pour le médecin que je suis, ça ne m'étonne pas. La médecine est faite de tas de traitements qui ont un jour été développés pour un problème A, et puis on s'est rendu compte que pour une situation B, parfois ça marchait mieux. Si je vais être sérieux, je vais vous parler des antiépileptiques qui sont destinés aux épileptiques, mais qu'on finit par donner à des migraineux parce qu'ils font une migraine. Si je veux vous faire sourire, je vais vous parler de l'histoire du Viagra, qui n'avait pas du tout été développé à la base pour l'indication que l'on connaît. Ça ne marchait pas très bien, c'était une histoire de tension artérielle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un autre bénéfice qui était moins attendu, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait des médicaments qui finalement aient d'autres effets que les premiers escomptés. Il y a des études qui ont démontré qu'en fait, une molécule, en moyenne, exerce 32 actions. 32 actions en moyenne. Ben, ça explique la ribambelle d'effets secondaires théoriques qu'on peut avoir. Un médicament, l'immunothérapie, dont on vient de parler, est beaucoup plus ciblée. Probablement qu'on est sur quelque chose sur 3, 4, 5, 10 actions. Mais un médicament lambda, on est sur, imaginez-vous, une trentaine d'actions potentielles. C'est parfois pénible, ça donne des effets secondaires, c'est parfois très positif, puisqu'on trouve des effets positifs inattendus. Alors, petite histoire, le Lixumia, je vais me permettre d'utiliser son nom commercial, il a été commercialisé en Belgique, il ne l'est plus. C'est bien dommage. Il a été retiré de la pharmacopée belge il y a moins d'un an, en août de l'année dernière, parce que les autorités, on parle du diabète ici, ont estimé que son coût, qui est assez important, vous allez voir, comme beaucoup de médicaments de nouvelle génération, n'avait pas véritablement de vraie valeur ajoutée par rapport à l'arsenal thérapeutique disponible pour les diabétiques. Donc on l'a retiré. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils l'utilisent toujours, et c'est justement sur des sites anglais que j'ai pu trouver pour avoir une idée. Or, modalité de remboursement, vous imaginez le coût d'un médicament si on doit en tant que patient en assumer la charge, on est à environ 400 € par mois. Donc évidemment que pour pouvoir assumer un tel coût, il faut que ce produit fasse ses preuves, et que s'il fait ses preuves, les autorités interviennent pour une prise en charge d'un remboursement. J'ai précisé ça parce que je sais que je vais avoir des patients qui vont me demander si on ne peut pas le faire venir quand même d'Angleterre, essayer, etc. Oui, sur le point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi dans l'absolu je serais à l'aise comme neurologue de l'essayer maintenant, même si en vrai, vous allez voir, je ne sais pas si ça va fonctionner au long cours, mais il faut être conscient que pour le portefeuille, ça risque de faire très mal. Et pourquoi ça fonctionne en fait alors que c'est un antidiabétique? Parce que la cible de ce médicament, je ne rentre pas dans les détails, qui est un récepteur qui intervient évidemment au niveau du pancréas, insuline, je ne m'attarde pas, mais c'est un récepteur qui est aussi présent dans le cerveau, ça tombe mieux pour la maladie de Parkinson. Alors, cette étude de phase 2, elle est quand même excessivement prometteuse. On a le droit de s'enthousiasmer un petit peu par rapport aux résultats, mais je vais faire un peu le vilain petit canard. Une étude de phase 2, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une étude de phase 3. Très brièvement, avant qu'un produit soit commercialisé et mis sur le marché, il y a tout un parcours du combattant. Il y a des études chez l'animal d'abord, puis si les études chez l'animal sont favorables, on fait l'étude de phase 1. Là, on va administrer le médicament chez des volontaires sains, souvent des jeunes personnes, 25-30 ans, on s'assure que le produit n'est pas toxique. Et puis, s'il n'y a pas de toxicité, on passe à la fameuse étude de phase 2 chez des vrais patients qui ont la maladie que l'on étudie. Et on va quand même surtout d'abord étudier la tolérance. Il ne faut pas perdre ça de vue parce qu'on est toujours très excité quand une étude de phase 2 semble démontrer une efficacité. Mais la vraie fonction d'une étude de phase 2, c'est étudier
étudier la tolérance chez les patients. Et c'est seulement l'étude de phase 3, à plus large échelle, qui permet, ou pas, à terme, de conclure qu'un médicament est efficace et évidemment d'envisager sa commercialisation. Et donc, vous avez vu, vous vous souvenez, 4 études de phase 2 pour une étude de phase 3. Ça, c'est un fait. On a beaucoup d'études de phase 2 qui sont négatives. Et puis, on a des études de phase 3 qui sont menées, et par là, elles sont malheureusement négatives, alors que l'étude de phase 2 était positive. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu fastidieux, mais pour faire simple, il y a une réalité mathématique, statistique. Quand vous faites des études sur 100, 200 patients, c'est habituellement le nombre dans les études de phase 2, vous n'êtes jamais à l'abri que le hasard, ni plus ni moins que le hasard, donne des résultats favorables du bon côté, du côté des patients traités. Et inversement, parfois de l'autre côté, c'est possible. Et donc, si on a une suspicion qu'il y a un effet positif, c'est là qu'on va faire des études de phase 3, mais sur des populations de patients bien plus importantes. 2000, 3000, peut-être 5000 patients. Ce n'est pas toujours possible d'aller voir avec d'autres études pour des questions organisationnelles, mais pour un médicament comme le Luxturna, on va aller vers ce type de nombre-là. Imaginez au minimum 1000 patients, peut-être 2000 patients. Et on se rend compte parfois, malheureusement, quand l'étude de phase 3 est négative, que quand on a regardé à plus large échelle, sur une durée qui est plus longue, les études de phase 3 elles durent en moyenne 2 ans et demi, 3-4 ans, l'étude de phase 2 c'est 1 an, que malheureusement, les choses ne se confirment pas. Alors, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est pour vraiment soit rigoureux dans l'évaluation et pas dans porter des espérances trop importantes, même si l'espoir est de mise. Donc le Luxturna, ça ressemble à ça. Comme tous les anticorps, ce sont souvent des injections sous-cutanées. Il y en a qui sont en intraveineux, vous avez vu. Et l'injection sous-cutanée se fait souvent au niveau d'un pli abdominal dans le ventre, ça peut être dans la cuisse. Et qu'est-ce qu'elle a démontré, cette étude? Elle a démontré, vous voyez, 156 patients et seulement 78, forcément la moitié, qui ont eu le traitement. Vous voyez, tout ce ramdam, c'est peut-être pas très gentil, mais toute cette communication qui a lieu, c'est pour 78 patients dans le monde. Donc il faut avoir ces chiffres en tête. Et malgré tout, chez ces patients qui étaient en début de maladie, puisque les patients devaient obligatoirement avoir eu un diagnostic en déant les 3 ans, pas au-delà, sans fluctuation motrice, c'est des patients vraiment en début de maladie, pas de off, pas de dyskinésie. Ce qui est petite parenthèse, connaissant un peu le mode de fonctionnement de l'INAMI, si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'étude de phase 3 est positive, et que les critères d'étude sont restés sur ces délais-là, je crains que malheureusement, l'INAMI dise OK, on rembourse, et que chez des patients qui ont une maladie de moins de 3 ans. Parce que la science n'a pas prouvé que c'est tout efficace chez les patients qui ont 3 ans. Ça se discute évidemment, hein, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Leur intérêt, c'est de dépenser moins d'argent, hein, sur notre temps. Je referme ma parenthèse, petite précision pratique, c'est un médicament qui était administré quotidiennement, tous les jours, le patient se piquait une fois, les 15 premiers jours avec la petite dose, 10 microgrammes, puis au bout de 15 jours, et pendant 1 an, 20 microgrammes. Et qu'est-ce que les résultats ont démontré? On va regarder l'UPDRS à 1 an. Eh bien, l'UPDRS, moins 0,04, vous permettez de dire 0, ça ne bouge pas. Parfaite stabilité. Alors qu'en moyenne, c'est un PDRS moyen, comme attendu, dans le groupe placebo, le PDRS avait grimpé d'environ 3 points, par exemple. Enfin, on est sur 1 an, on est sur des patients en début de traitement. Ça, c'est évidemment extrêmement prometteur. Parce que là, ce n'est pas du plus 1,5 versus plus 3, c'est du 0 versus plus 3. C'est là, quand même, je dis l'espoir qui est quand même de mise pour cette moyenne. Il ne faut néanmoins pas négliger les effets secondaires totaux. Alors, si je veux vous faire peur, je vais vous laisser juste ces chiffres-là. 86% d'effets secondaires. Mais regardez 71% dans le placebo. Parce qu'en fait, vous retournez un nombre dans une étude, c'est un effet secondaire. Vous avez une migraine, c'est un effet secondaire. Il faut faire attention à ce qu'on dit être un effet secondaire. Quand on regarde attentivement les vrais effets secondaires qu'on va être imputés au traitement, si on enlève les 32% du placebo, j'arrondis 70 moins 30, on a quand même en fait une quarantaine de pourcents d'effets secondaires, quand même pas rien non plus. Et ce sont, mais on le savait déjà, puisque ce produit est étudié et utilisé chez les diabétiques, surtout des effets secondaires digestifs, essentiellement des nausées. Il y a pire que des nausées comme effet secondaire, mais il faut parfois quand même composer avec. Il y a en règle générale un moyen de les traiter. Vous voyez qu'une petite proportion, de près de 10% quand même des patients étaient plus embêtés avec carrément des vomissements, ça devient plus contraignant.
quelques reflux d'acidité, donc véritablement des effets secondaires gastriques, si je puis dire. Bon, je viens de le dire, il y a pire comme effet secondaire, mais ce n'est pas non plus sans risque, sans intolérance potentielle. C'est évidemment mettre dans la balance par rapport aux avantages du médicament. Il me reste un peu de temps, donc voilà. Oui. Alors, on se demande pourquoi ces résultats sont positifs. On peut surtout attendre qu'ils se confirment dans l'étude de phase 3. On se demande littéralement s'il n'y a pas un effet neuroprotecteur, parce que vous avez vu, le PDRS ne bouge pas. C'est comme si la maladie avait été mise sur pause pendant 1 an. C'est possible, parce qu'on a vu les patients qui ont été traités dans l'étude. Bon, ben après 1 an, on leur a retiré le produit. Ça pose toujours des questions éthiques. Ils sont prévenus à l'avance. L'étude a duré 1 an, et au bout d'1 an, vous n'avez plus le droit au produit. C'est comme ça. Et bien, malgré le fait qu'on avait retiré le produit à ceux qui l'avaient eu, on voit qu'ils ont gardé une stabilité. Alors, on se posait la question jusque quand, on n'a pas un suivi non plus 15 ans, mais ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. On peut se demander s'il n'y a pas un effet purement symptomatique, comme une pas, comme un starigo, comme un réclus, comme un mérapexin, par une action dopaminergique. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été démontré dans tout autre registre. Donc, vous voyez, Luxumia a aussi été utilisé dans d'autres indications comme les addictions. Et on avait vu qu'il y avait vraiment des arguments pour penser sincèrement que la dopamine augmente dans le sang. Il y a peut-être un effet mixte, peut-être un peu des deux. On attend vraiment l'étude de phase 3, il va falloir être patient parce que c'est quand même minimum 3, 4, 5 ans probablement. Et c'est sûr qu'on peut être extrêmement optimiste en gardant un degré de recul par rapport à cette effet. Alors, j'avais dit que je parlerais de la transplantation du microbiote, transplantation du microbiote fécal, pour en parler, c'est comme ça. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce type de procédure. Vous voyez que l'étude est aussi toute récente, 27 mars, il y a 3 semaines, publiée dans une revue annexe du Lancet, c'est souvent un gage quand même de qualité, et petite fierté nationale, c'est une équipe belge qui est publiée le résultat sur les gantois, avec un effort actif, et qui ont démontré quoi? Qui ont démontré, bon, à nouveau dans une étude de phase 2, à nouveau avec un groupe qui a reçu une transplantation, je vais vous expliquer tout de suite, de microbiote, et un groupe qui a reçu un placebo, transplantation unique du microbiote via, bon, c'est comme ça que ça se passe, une sonde nasogéjunale. Une sonde dans le nez, directement dans l'intestin, et à travers cette sonde, on injecte un microbiote une seule fois, qui est issu de matière fécale, pour les détails, qui ont été bien préparés, nettoyés, si je puis dire, de donneurs sains, de jeunes patients en bonne santé, triés sur le volet, parce que c'est vraiment, il faut s'assurer de la qualité du microbiote. Le microbiote, pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est le nom que l'on donne à l'ensemble des germes, des bactéries qui figurent dans nos intestins. Il y a des milliards de bactéries, elles sont nécessaires, elles participent au processus de digestion, on a besoin de bactéries, mais on sait, depuis quelques années, qu'on n'a pas tous les mêmes bactéries. Et il y a différents types de microbiotes avec différents types d'associations de bactéries qui sont connus. Malheureusement, certains sont plus défavorables pour la santé que d'autres. Dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui était déjà pressenti, d'où l'intérêt de cette technique, qu'un mauvais microbiote ou un microbiote non adapté pourrait en fait être littéralement la porte d'entrée, la cause de la maladie, le fameux facteur X de tout à l'heure. Et donc dans cette étude, vous voyez, là on est sur vraiment un petit nombre de patients, 46 patients, 22 ont été traités, 24 au placebo, plutôt des jeunes patients, voyons entre 50 et 65 ans, avec un diagnostic déjà moyen un petit peu plus tardif que l'autre étude, on était à 4 ans et demi en moyenne de diagnostic, et de nouveau un suivi sur 12 mois. Et là, en ON, on avait une diminution du PDRS. D'ailleurs, vous aviez, avec le Luxumia, c'était un PDRS moyen. C'est pour ça qu'en moyenne, malheureusement, il progresse avec le placebo en 1 an. Ici, on regarde sur l'effet thérapeutique en ON. On avait une diminution du PDRS mieux, qui était bien plus marquée, quasiment doublée par rapport à ce qui était observé au niveau des symptômes chez les patients qui ont fait bien un placebo et non pas une transplantation microbiote. Avec une excellente tolérance, à part chez notre patient, si on fait la soustraction, par exemple, un patient sur 3, c'est plein de douleur abdominale, de nausée, mais pendant une semaine. Traitement unique, donc une bonne tolérance.
Donc, vous voyez, on va littéralement utiliser et purifier, si je puis dire, la matière fécale, mais pas totalement, puisqu'on a besoin des bactéries, et on va les préparer, et via transplantation, sonde nasogéginale, littéralement essayer de remplacer le microbiote du patient parkinsonien par un microbiote considéré comme plus sain. Et ça, je vous disais, c'est quelque chose qui n'étonne pas tellement, je dirais, le propos, parce que je pense que, c'est pas à vous de le dire, cerveau et intestin en maladie de Parkinson sont extrêmement liés. Il n'y a rien qu'à voir par rapport à un symptôme comme la constipation, qui est quand même extrêmement fréquent. Et vous voyez, même avant l'apparition des tout premiers signes moteurs, 80% des patients ont déjà des problèmes intestinaux, surtout de type constipation. Et vous vous souvenez de l'alpha-synucléine, le fameux marqueur et agent toxique de la maladie, eh bien, les dépôts sont aussi, étaient déjà connus au niveau du tube digestif. Et donc, il y a une théorie, il y en a d'autres, mais une théorie qui est un peu une belle place, si je puis dire, à l'actuelle, que les anglo-saxons appellent la théorie du gut-brain, intestin-cerveau. Ce serait littéralement, en fait, ces dépôts d'alpha-synucléine se déposeraient d'abord au niveau des intestins, au niveau des neurones des intestins, et au fil du temps, sur 10, 20, 30, 40 ans, remonteraient par ce qu'on appelle le nerf vague, je vous illustrerai ça tout de suite, et finiraient par arriver au niveau du cerveau. Il y a une autre hypothèse qui est assez similaire au niveau des voies olfactives, parce que beaucoup de patients parkinsoniens se plaignent d'une perte d'odorat qui peut précéder 5 ans, 10 ans, 15 ans de maladie. On peut imaginer qu'il y aurait aussi une porte d'entrée au niveau des muqueuses nasales. Mais en ce qui concerne l'intestin, ce qui est connu déjà aussi dans la maladie de Parkinson, c'est que notre intestin est une espèce de barrière. Il ne s'agit quand même pas que tout ce qui est dans notre intestin se retrouve dans le sang et dans le corps. Donc il y a une barrière. Mais comme toute barrière, les barrières, elles s'ouvrent et elles se referment. Et on sait que la barrière intestinale des patients parkinsoniens, elle est un peu trop perméable. Elle laisse un peu trop passer de choses. Et ça, c'est en plus associé, mais c'est probablement la conséquence, à un degré d'inflammation des intestins qui est souvent plus élevé chez les patients parkinsoniens. Donc quand il y a de l'inflammation, ben, ça aggrave ce phénomène d'ouverture de barrière et ça malheureusement augmente le risque de laisser passer plus, en l'occurrence, de microbes, de bactéries qui viendraient être délétères. Alors, une illustration qui a l'air super compliquée, qui l'est en vrai, d'expliquer simplement, ça, c'est la barrière intestinale. Hein, notre intestin. Vous savez tous ce qu'est un intestin, la nourriture qui arrive dans l'intestin. Le but, évidemment, c'est le principe de l'alimentation, hein, digestion et résorption, passage des aliments à travers les cellules de la muqueuse de l'intestin. C'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on s'alimente. Il faut bien laisser passer les choses. Quand tout va bien, ici, qu'on a, vous voyez, en bleu, en vert, la petite aiguille jaune, là, c'est un peu flou, mais vous voyez, des bons germes, un bon microbiote, la barrière est nickel, elle fait juste le job, elle laisse passer les aliments, et le reste, c'est fermé. Dans la maladie de Parkinson, il y a une théorie excessivement sérieuse qui semble démontrer que suite à la présence de bactéries moins favorables, ces bactéries perturbent la barrière, arrivent à pénétrer littéralement la barrière intestinale, donc se retrouvent dans la muqueuse, entre la muqueuse en elle-même et le vaisseau sanguin, la circulation sanguine, mais également les neurones. Il y a des neurones dans l'intestin, ce sont eux qui assurent la contraction du tube digestif de l'intestin. Et le fait que ces vilaines, mauvaises bactéries pénétrer un endroit où on n'aurait pas dû se retrouver induit, ça c'est normal, une réaction inflammatoire. L'inflammation, c'est ce que le corps induit pour se défendre, pour détruire les bactéries. Et malheureusement, comme tout type de défense au sens large, parfois il y a des dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux seraient, je rentre pas dans les détails, l'agrégation de cette fameuse alpha-synucléine qui finirait par se retrouver dans les terminaisons nerveuses des neurones issus du nerf vague. Le nerf vague, vous voyez, tout ça en jaune, c'est quoi? C'est un nerf extrêmement long qui est issu du cerveau, qui descend au niveau du cou, qui va aller innerver le cœur, les poumons, l'estomac, le foie et les intestins. Et donc, on a cette théorie que ces agrégats, ces constellations d'alpha-synucléine remonteraient littéralement, mais sur
pendant 10, 15, 20, 30 ans, et finirait malheureusement par se retrouver dans le cerveau où là, les dommages cérébraux seraient induits et les symptômes de la maladie. D'où ce rationnel, c'est de remplacer ce microbiote, d'éliminer les mauvaises bactéries par de bonnes bactéries, technique qui est déjà réputée, puisque déjà utilisée en médecine dans d'autres registres, en particulier en infectiologie, c'est quelque chose qui ne vient pas avec du neuf, avec peu d'effets secondaires, mais là aussi, évidemment, on a besoin d'une phase 3 pour avoir une confirmation d'un résultat prometteur. Alors, je termine l'exposé en parlant des poumons. Vous vous souvenez que quand j'ai parlé des traitements disponibles, j'ai parlé de la duodopa, entérique ou intestinale, cette pompe qui est reliée à un cathéter qui pénètre au niveau de la paroi abdominale dans l'estomac et administre un traitement dans l'intestin. Ça, c'est la duodopa. Elle est déjà disponible à l'heure actuelle. Et il y a, peut-être ça on le sait moins, il y en a une nouvelle, depuis quelques temps, qui est déjà disponible, qui est le lysiginose, son petit nom commercial, qui est ni plus ni moins que le pendant du Stalevo, certains vous connaissent le Stalevo, mais en gel intestinal, administré en continu par cette pompe, également relié au tube digestif, aux intestins par l'estomac. La différence, c'est que la duodopa, c'est plutôt une espèce de prolopa. Ce n'est pas une vraie prolopa, c'est plutôt un cinémètre, mais retenez, c'est kif-kif bourrico, alors que le lysiginose, c'est du Stalevo. On va revenir sur cette petite subtilité. Mais ce qui est novateur, qui n'est pas encore disponible, qui va en tout cas pour une des deux lettres d'ici peu, et pour celle-ci en l'occurrence on espère aussi, c'est aussi une pompe, mais cette fois-ci sous-cutanée. On oublie l'estomac, donc on est sur quelque chose qui est moins invasif, qui consiste à injecter un produit uniquement en sous-cutané. Alors il y a toujours une pompe, il y a toujours une contrainte logistique, avec une pompe qui va être le plus souvent attachée à une sangle, dans une banane qu'on porte dans bandoulière, laquelle est reliée à une cassette, d'un gel, mais qui est injecté uniquement en sous-cutané, sous la peau, à l'instar de pompes à insuline dans certains diabétiques. Et également en sous-cutané, on a la prodiodopa, qui est évidemment le pendant de la duodopa, mais en sous-cutané. Ça, c'est une belle avancée parce qu'on est sur quelque chose, quelque part, qui est quand même moins invasif que de devoir insérer un cathéter au niveau du tube digestif. Alors, si je commence par l'apomorphine sous-cutanée, qui n'est pas donc de la lévodopa. Qui a déjà entendu parler de l'apomorphine? Quand même pas mal de patients. L'apomorphine, c'est un agoniste dopaminergique. C'est un espèce de récuit pour Mirapexa. Ça ne vous étonnera pas, moléculairement très proche de la morphine. Il y a des points communs et il y a des similitudes. Les points communs, malheureusement, ça expliquera potentiellement beaucoup d'effets secondaires, c'est que ça a un effet émétique. Ça fait vomir, comme la morphine, vous savez sans doute. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été développée, je ne sais pas il y a combien d'années, pendant 50, 60 ans, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, qu'il y avait une suspicion d'intoxication, d'infection. Les médecins à l'époque, l'apomorphine est vraiment très ancienne, injectaient de l'apomorphine pour forcer le vomissement et éliminer l'aliment avarié, vous pouvez imaginer. Et là, vous voyez, on a détourné un effet, à la base, ce n'était pas du tout pour ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet sur la dopamine dans le cerveau. Une différence essentielle, et heureusement avec la morphine, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de dépendance à l'apomorphine. Ce serait fichtrement embêtant dans le cadre d'un traitement chronique. Et je vous dis, son usage en maladie de Parkinson est en fait connu de longue date, mais qui a été limité parce que l'apomorphine, si on en fait un cachet, ça ne sert à rien, ça ne sera pas résorbé par la bouche et les intestins. Quand j'étais jeune assistant, il y a un peu plus de 20 ans à Saint-Luc, il m'est arrivé, un assistant neurologique, prescrire l'apomorphine déjà en sous-cutané, et à travers des Baxter, qu'on administrait à des patients parkinsoniens qui devaient être opérés de l'estomac, de l'intestin, et qui ne pouvaient strictement plus rien avaler par la bouche, même boire, donc tout passer par une perfusion intraveineuse. Et ça, vous le savez sans doute, les prolopas, les récuits, il n'y a rien en intraveineux. Donc, chez certains patients, alors il y a plus de 20 ans aujourd'hui, heureusement, les hospitalisations sont plus courtes, on arrive à s'en sortir autrement. Et on avait des patients dans 8-15 jours qui n'avaient plus leur traitement, on était content déjà d'avoir cette apomorphine. Elle est d'ailleurs aussi commercialisée dans la maladie de Parkinson, peut-être que certains d'entre vous le savent, sous la forme de stylo, injecteur sous-cutané, mais en dose unique, qu'on peut répéter, le cas échéant, plusieurs fois sur la journée. C'est ce qu'on appelle l'apopène, c'est un stylo qui est validé, qui est remboursé, voilà, toute une procédure pour avoir un remboursement.
et qui est un traitement complémentaire au traitement classique et qui peut aider certains patients, typiquement pour ce qu'on appelle l'akinésie matinale, hein, le démarrage. Parfois, vous le savez, ça peut être très long, une demi-heure, une heure et demie vous en route. L'apomorphine va raccourcir l'akinésie matinale, comme elle va possiblement raccourcir un off ou une période où les blocages s'enchaînent. Mais il n'y avait pas de développement de la pompe en administration continue, ce qui est à nouveau plus physiologique de devoir donner tous les X heures de traitement. Et là, c'est une étude de 2018 déjà qui date un petit peu, et qui a permis que dans certains pays en Europe, elle soit commercialisée. Alors, ce n'était pas beaucoup de patients, mais les effets étaient tellement importants qu'il n'y a pas fallu continuer au-delà. À un moment donné, ça devient presque anti-éthique. Quand on voit que les résultats préliminaires sont très positifs, je dis si, on va faire ça sur 500 patients, avec 250 à qui vous donnez le placebo, alors que vous avez déjà observé que l'effet est positif, ça éthiquement parlant, c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est une des raisons que finalement le nombre était assez limité, mais on voit que quand cette apomorphine était administrée en sous-cutané 16 heures sur 24, donc en gros du matin jusqu'au coucher, on avait une différence favorable de près de 2 heures de temps off en moins. 2 heures de temps off, c'est quand même extrêmement significatif. Et avec des effets secondaires, ni plus ni moins qu'attendus, puisque, je l'ai rappelé, l'effet émétique, des nausées, des vomissements, qui pouvaient être minimisés via ce qu'on appelle une titration. Donc au début, on commence des petites doses pour permettre aux patients de tolérer. Mais, c'est ce que j'ai rajouté tout en bas pour ceux qui le voient, une publication d'expérience en Autriche, 2023, montre quand même qu'on a, en gros, un patient sur 10 qui ne supporte pas ce traitement à cause des nausées. Bon, ça veut aussi dire qu'il y en a 9 sur 10 qui semblent le tolérer. C'est quand même une belle proportion. Et alors, c'est tout en bas. Ça, c'est important parce que l'apomorphine ne donne virtuellement pas, il n'y a jamais de zéro en médecine. C'est moins de 1%. Moins de 1%, c'est presque zéro. Il n'y a pas d'hypotension artérielle, de chute de tension. Vous savez que c'est quelque chose qui est favorisé par la maladie, qui est accentué par la lévodopa, qui peut être accentué par la duodopa, la pompe, pas l'apomorphine. Chez un patient parkinsonien qui a une grosse tendance aux chutes de tension, l'apomorphine se positionne comme une molécule intéressante. Très vite, un mot sur la duodopa, parce qu'il y a quand même une petite nouveauté. La duodopa, moi j'ai eu l'occasion de prescrire à quand même quelques patients depuis maintenant une quinzaine d'années. À quelques exceptions près, on restait sur un usage diurne, en journée, 16 heures, du matin au coucher. On va aller de plus en plus vers du 24 heures sur 24. Même si la nuit, c'est pas comme la journée, mais notre cerveau il continue à fonctionner. Et on se rend compte, c'est la même chose pour le lésigimon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le Stalevo en gel, pour le dire comme ça. Le petit avantage théorique du lésigimon, c'est comme il y a l'antacapone, une molécule en plus, on peut jusqu'à diminuer la dose totale de lévodopa de 35% pour avoir le même effet qu'une duodopa. Pour faire simple, avec moins de lévodopa qu'on aurait dans la duodopa, le lésigimon, chez certains patients, va faire tout aussi bien. C'est quoi l'intérêt d'avoir moins de lévodopa? S'il y a typiquement une tendance aux chutes de tension, c'est un risque qui diminue. Ça aussi, c'est intéressant. Et je ne m'attarde pas, mais vous voyez en mauve les résultats de la duodopa 24 heures sur 24, en vert 16 heures sur 24. Pour certains symptômes, la différence est mineure, et pour certaines choses, il y a une grosse différence favorable en faveur du 24 sur 24. Ici, vous voyez la kinésie matinale, forcément, c'est logique. Si vous avez du 24 sur 24, le matin est moins pénible que quand la pompe a été coupée la veille au coucher. Ça tombe sous le sens, mais on a pu le prouver. Et on va probablement aller comme neurologue de plus en plus vers des administrations 24 heures sur 24. Et puis arrive incessamment sous peu, c'est annoncé pour la fin de l'année, la produodopa, qui est donc le pendant de la duodopa qui est bien connu, en sous-cutané. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est quand même moins invasif. Il y a un petit dispositif qui permet de fixer la petite aiguille en sous-cutané et qui va permettre d'injecter via une pompe en continu de la produodopa. Ce n'est pas tout à fait la même molécule, il a fallu la modifier chimiquement pour qu'elle soit résorbée au niveau sous-cutané. Petit détail. Ça, les autorités belges viennent de l'approuver. On attend des dispositions pratiques, logistiques pour que ça se mette en place, mais c'est une histoire de quelques mois. Donc là, on est sur des perspectives thérapeutiques à très court terme.
Et l'étude de phase 3 a confirmé ce qu'on connaissait déjà de la duodopa entérique digestive. On a, vous voyez, un peu comme avec la pomorphine, près de 2 heures, pas tout à fait, mais quand même, près de 2 heures en moins de off cumulé et aussi sensiblement moins de dyskinésie. Avec une tolérance qui est plutôt bonne, mais quand même, c'est pas aussi parfait qu'il n'y paraissait de prime abord, mais je pense qu'il faut un peu nuancer le propos, en tout cas les résultats de l'étude. On a surtout, près d'un patient sur 4 qui a des petites réactions locales, rougeur, douleur, des infections, c'était très rare, je pense que c'était 1% des patients. Et quand même, 22%, un patient sur 5, a fini par arrêter le traitement à cause des effets secondaires. Pas anodin, 1 sur 5. Mais moi, je m'attends personnellement à ce que ce soit moins dans la vie réelle, parce que quand vous êtes un patient dans une étude, vous faites un bel effort pour la communauté, et par habitude, par expérience, dès qu'il y a un effet secondaire, j'arrête. C'est un peu ce réflexe, parce que vous dites, bon, ben moi, je ne sais pas ce qu'il va devenir, alors que dans la vie réelle, si je puis dire, pas que on maintient toujours son traitement si le médecin arrive à être persuasif, mais on peut se laisser le temps, on diminue la dose, on essaye de juguler l'effet secondaire d'une manière autrement. Elle est annoncée là pour avant la fin de l'année. Voilà, je conclue en rappelant, c'était la première partie, l'activité physique, vous vous souvenez, très très bénéfique, amélioration symptomatique, motrice et de la qualité de vie, les fameux 50%, et certains c'est un peu moins, chez d'autres c'est plus, donc plus d'hésitation, bouger. Et un élément nouveau, depuis quelques années, on n'avait pas il y a 5 ans, un probable effet neuroprotecteur. Donc un effet qui freinerait l'évolution de la maladie au-delà de l'amélioration des symptômes, en tout cas chez une majorité de patients. Et les perspectives, je résumerai en disant qu'aujourd'hui, on a quand même une belle amélioration de nos connaissances actuelles. Vous voyez, la duodopa, 24 heures sur 24, ça semble mieux que 16 heures sur 24. Et demain ou après-demain, pas mal de nouveaux traitements à venir. On reste prudent. Phase 2, c'est pas une phase 3, mais on garde l'espoir parce qu'on a quand même des belles perspectives pour tout le monde. Merci pour votre attention. Thank you.